Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est auteur, compositeur et interprète. Vous le connaissez certainement comme le parolier et chanteur du groupe Feu Chatterton, donc vous ne serez pas surpris et surprise de le savoir aussi poète, ou plutôt déverseur. Car pour lui, la poésie a une utilité sociale et pour que le plus grand nombre puisse la recevoir, y avoir un accès très concret, très direct, il a expérimenté un cabinet installé rue de Turenne à Paris dont tous les visiteurs sont ressortis au bout d'un quart d'heure de consultation avec ce qu'il appelle un poème minute, unique, écrit devant soi et pour soi. Bonjour Arthur Teboul. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Arthur Teboul, soyons francs, est-ce que vous vous attendiez au succès de cette expérimentation, cette semaine, ces quelques jours, il y a même eu presque des prolongations, si je me souviens bien, de ce cabinet accessible à tout le monde, sur rendez-vous ou sans rendez-vous, durant ce mois de mars 2023 ? Au fond de moi, j'espérais, parce que j'avais mis toute mon énergie, toutes mes forces, et que ça faisait plusieurs années que je tentais de faire exister cet endroit que j'avais vu comme ça, en rêve, disons. Et donc j'espérais ça, parce que c'était aussi une forme d'intuition et d'hypothèse que je faisais, à force de me plaindre, comme beaucoup, que la poésie manque à nos vies de tous les jours. Il fallait agir, plutôt que de continuer de se complaire dans ce discours finalement confortable. Donc j'aurais été embarrassé au fond de me retrouver seul, mais peut-être au moins aurais-je été confronté une fois de plus au réel. Et c'est ça qui m'intéresse, et avec la poésie aussi, parce que parfois on l'oublie ça, on la pense éthérée, loin de nous, dans le ciel. Pas du tout, elle a toujours été une langue et un fuel de la rue, de la ville, de la terre, de l'humain. Donc j'étais heureux de ne pas me retrouver seul et que les gens viennent d'un peu partout me rencontrer. Surpris, heureux et rassuré, donc ça on l'a compris. Et vous en avez donc tiré, un peu plus d'un an après, ce nouveau recueil. Ça s'appelle L'Adresse, les rendez-vous du déversoir. C'est publié aux éditions Segers. Et ça réunit donc l'ensemble de ces poèmes minutes que vous avez composés lors de ces consultations. On va rentrer dans le détail, mais j'avais compris à l'époque, quand vous étiez venu nous en parler, que c'était un moment d'échange, un moment de poésie entre vous et la personne qui venait vous rencontrer. Il fallait faire sortir ces poèmes du cabinet, il fallait les partager. Ça, c'était aussi une des raisons de cette expérimentation ensuite. Oui, disons que de même qu'avec mon groupe, la musique est pour moi une chose partagée. Les aventures collectives sont les aventures qui m'animent le plus. Alors quand j'écrivais par devers moi des poèmes minutes, comme dans mon premier recueil, cette pratique que j'ai depuis 8-9 ans, de l'écriture automatique, comme une sorte de journal intime inconscient, un lâcher-prise qui est une discipline en soi, eh bien, ça m'a démangé de partager cette pratique et d'en faire l'occasion d'un lien, d'un échange. Et pour être peut-être un peu plus clair sur le moment de la rencontre, le poème Minute qui jaillit de la rencontre avec le visiteur venu dans le cabinet n'est pas un poème sur commande. Il n'est pas le fruit d'une conversation ou d'un désir, ou en tout cas d'un désir réfléchi. Il naît de la pure présence du visiteur et de cette rencontre en silence, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est d'accepter à deux ou à trois, parce que parfois les visiteurs viennent en couple, entre amis, entre frères et sœurs, de ne rien attendre vraiment, de savoir que quelque chose sera là, témoignage d'un instant qu'on a accepté de vivre dans cet échange silencieux, mais sans désir construit à notre mesure. C'est pas quelqu'un qui est arrivé, par exemple, en disant Arthur Teboul, j'aimerais que vous composiez un poème sur ma peau, que je pourrais envoyer à mon amoureux ou sur ma mère. C'est arrivé qu'on me le demande, mais j'expliquais Gentiment que c'était pas le... Par exemple, des gens venaient en disant « je viens pour ma fille qui est fan du groupe », Oui. par exemple. J'ai dit « et donc, vous pouvez faire un poème pour ma fille ». J'ai dit « en fait, je suis désolé, je pourrais faire un poème involontaire seulement. Maintenant que vous me l'avez dit, probablement que ce sera
entre nous et dans mon esprit, penser très fort à elle peut-être, mais le poème de cet instant-là, je ne le contrôlerai pas. Je ne peux pas vous dire à quoi il va ressembler. Et, et donc, c'était assez agréable d'accepter aussi ce lâcher-prise. Ils n'avaient pas d'attente comme par exemple consolez-moi avec un poème, soignez-moi. Alors, peut-être que certains attendaient de cette rencontre des vertus thérapeutiques. Ouais, en cela ils avaient un désir ou une commande au fond. Oui, mais ce qui est à la fois pratique et très libre avec le poème et le cabinet en soi, c'est que moi, je n'annonce pas de mission Hmm. ou de fonction à ce poème. Ce n'est qu'un poème. Si quelqu'un espère que le poème lui donnera une réponse à une question, l'aidera à faire un choix, lui permettra de pleurer, euh, qu'il vient dans une volonté d'être soigné, il le peut. Mais il peut aussi décider que c'est juste un poème. Il peut aussi décider que finalement il participe lui-même de ce poème, que cette rencontre est une expérience artistique ou toute autre chose. Et je crois que cette liberté de choix, elle comptait dans cette expérience qui était ouverte. Il n'y avait pas cette injonction qui parfois enferme, quand on va voir un médecin ou un praticien, qui enferme et le praticien et le patient, Hmm. parce qu'on attend tous quelque chose de très fort et on a une obligation. Et c'est ça qui rendait ce moment, au fond, très émouvant et déroutant aussi, mais il y avait toujours, au bout d'une minute de silence, le temps que j'écrive, ça me prenait 3-4 minutes, de laisser aller sur cette page A4 le poème, il y avait toujours un moment, ce relâchement profond et très simple en même temps, à la fois magique et très petit, d'un lien humain, d'une simple écoute, où vraiment, vraiment, au bout du compte, on n'attend rien. Juste un cadeau, quoi, un échange. Il fallait ses racines, en tout cas, profondes et fraîches, pour savoir parler de l'amour. Char, passant par le surréalisme, n'en a gardé que le meilleur. On définira un jour les surréalistes comme les derniers écrivains qui ont osé prononcer le mot amour comme il convient. Et Char, pour longtemps, se résumera dans la fière formule de son poème pulvérisé « Ne te courbe que pour aimer », car il s'agit pour lui de se courber. Et l'amour qui court à travers toute une œuvre par ailleurs si virile à l'accent de la tendresse. Ce n'est plus à midi, heure verticale, qu'il fait penser, mais à la nuit, ou du moins à ces nuits chaudes du Vaucluse, où la voie lactée descend jusque dans les nids de lumière de la vallée, confondant toutes choses, mettant des villages dans le ciel et des constellations dans la montagne. Peuplées d'elles, ce sont les nuits de l'amour, et mon âme aussi, dit Nietzsche, est une fontaine jaillissante. Une archive du 6 mars 1949 dans l'émission Le Rideau se lève. C'est Albert Camus qui parle de son ami René Char, poète, dont vous avez mis en épigraphe une citation, Arthur Teboul. Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. C'est ça le principe de l'écriture automatique ? Oui, et d'ailleurs, au fond, dans toute forme d'écriture, je crois, qu'elle soit la plus sophistiquée, la plus volontaire, la plus choisie, il y a de toutes les manières une part de notre inconscient qui s'exprime. Et j'ai toujours eu l'impression, parce que c'est une part de ma pratique, mais la plupart du temps, même si ce n'est que pour des chansons, je passe un temps fou, obsédé par quelques mots pour finir 10 chansons qui ne contiennent qu'une vingtaine de phrases. Donc c'est une pratique presque opposée, mais dans les deux cas, j'ai le sentiment après coup toujours de découvrir une part de moi-même qui était en germe, là, comme si je m'étais tiré les cartes à l'avance et que je n'avais même pas remarqué que je livrais une part de moi très intime, dont je n'avais pas encore tout à fait conscience. Et c'est ce jaillissement-là de l'écriture que je trouve particulièrement troublant, mais aussi grisant. Il y a toujours cette ivresse, c'est un jeu, quoi. On se tire les cartes à soi-même. Alors dans quelle mesure ce qu'on écrit est une prophétie autoréalisatrice qui va finalement nous enjoindre à devenir ce qui est déjà là, ou dans quelle mesure c'était une vraie prémonition et une fatalité, on y vient même sans le vouloir, je ne sais pas, mais l'écriture automatique en tout cas assume tout à fait l'idée que l'inconscient là est au devant de la scène, sans peur.
Pour vous, c'est une discipline, vous l'avez dit, et c'était le but d'ailleurs, enfin l'objet en tout cas du premier recueil de poésie qui s'appelait Le Déversoir. Avec celui-là, après cette expérience de cabinet dont on a parlé, est-ce que ça a changé votre façon d'écrire? Parce que c'était quand même une pratique très intense pendant ces quelques jours d'ouverture du cabinet. C'est 30 poèmes par jour, c'est 15 minutes face à ces visiteurs, parfois moins quand vous faisiez des poèmes secondes, qui sont beaucoup plus courts, mais tout aussi intenses. Et on se demande comment on fait pour avoir comment dire, une inspiration vive à ce moment-là, à la fin de la journée, au bout de ces 29 précédentes consultations. Oui, c'est la question que je me posais aussi avant d'ouvrir le cabinet. C'était une crainte et en même temps un frisson de tenter ce plongeon-là, d'écrire à une telle cadence, en recevant entre 30 et 40 personnes par jour, en continu. Mais il s'est trouvé que ce rythme-là, comme toute discipline sportive, on va dire, euh, active les muscles. Et donc, plus je le faisais, plus... Oui, on a des réflexes, du coup, quand on active ça, les c'est un muscles. risque, ouais. C'est un risque Des aussi. habitudes qu'on Ouais, prend. c'est un risque. Euh, plus... le poème minute est une discipline du lâcher-prise, de l'acceptation de ce qui vient, vraiment. Ce qui est intéressant quand on écrit, parce que la plupart du temps, en tout cas pour ma part, mais je crois que c'est quand même le cas de beaucoup d'auteurs et d'écrivains, on espère saisir l'infiniment gracieux, la délicatesse ultime, le presque rien qui dirait tout du monde, l'intelligence absolue concentrée en quelques mots. Enfin, on espère atteindre des sommets, quoi. Et c'est bien, mais c'est aussi oublier le reste de la vie, la sève qui est ailleurs, qui est en bas, qui est plate aussi, sur cette terre toute plate, ces moments de banalité, l'ennui. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire que la littérature doit s'emparer de chaque instant de la vie pour les transformer en quelque chose d'intéressant. C'est pas un filtre qu'on applique Voilà. sur l'ennui Non, ou du quotidien. c'est accepter sur le qu'elle-même soit parfois ennui, qu'elle-même... C'est un rythme, une palette, ça se joue des contrastes. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre d'abord, j'ai mis longtemps à l'accepter ensuite. C'est une exploration continue que je continue de tenter et de faire. Et les poèmes minutes m'y aident parce que plus j'avançais dans cette pratique, moins j'avais peur de cette panne d'inspiration, en gros. Pourquoi? Parce que je découvrais petit à petit que tout ça était très loin de l'inspiration. Euh, je vais essayer d'utiliser une image un peu concrète, mais on a besoin d'inspiration quand on cherche à aller quelque part, à atteindre une rive. Je ne dis pas qu'il ne faut... On la cherche, on l'attend. Parce que notre volonté et nos efforts sont concentrés vers un idéal, un but. On voit cette rive là-bas. On voit cet arbre au loin, avec ce fruit et cet oiseau qui est si petit de là, mais on sent qu'il sera vraiment... qu'il nous apportera quelque chose, que c'est une rareté, une nouveauté. Et donc là, on tend toutes nos forces pour rejoindre cette rive. Donc on doit construire notre radeau et on prend la mer. Mais si les vents sont contraires et que la mer est agitée et qu'elle ne nous guide pas sur cette rive tant attendue, qu'est-ce qu'on fait? On bande les muscles et on attend. Ou bien on essaye d'avancer dans ces vents contraires. C'est une lutte complexe. Et puis à un moment, un peu de grâce, un souffle. Les vents nous sont favorables. Il faut être attentif. C'est le moment où on doit tourner la voile pour gagner ces 1000 mètres d'un coup. Ça, c'est un moment d'inspiration dans un travail quotidien où on gagne centimètre par centimètre ce chemin où on espère arriver quelque part. Là, il faut de l'inspiration. Mais quand la démarche est je vais monter sur mon petit radeau et puis on verra où la mer m'entraîne. On ira sur cette rive-là et puis je la découvrirai. Je n'attends rien. Bah, tous les vents sont bons. Et c'était ça, l'écriture automatique. C'est accepter que après le déjeuner, tout soit un peu plus lourd. Que le soir, au bout du 29e poème, il y ait peut-être un peu de lassitude. Mais quand on accepte ça, et en fait, quand on a confiance dans les mots et dans la littérature, et qu'on n'a pas peur de cette lassitude en se disant « mince, ça ne ressemblera pas au poème voulu, ça n'aura pas l'effet escompté,
cette petite lumière artificielle parfois pour doucher le réel d'un peu de sublime, d'un artifice en fait. Eh bien, si on a confiance dans cette langue-là et dans ce qui vient vraiment, finalement, le poème, dans ce qu'il a d'honnête, dans ce qu'il a de traversé par l'instant vécu, finalement, il est plus profond et peut-être plus beau que si il était contraint par cette volonté toujours, et souvent en tout cas quand on se retrouve à écrire devant quelqu'un qui attend quelque chose de vous, eh bien cette envie de satisfaire, de plaire, de briller, elle alourdit forcément les mots. Donc plus j'avançais dans cette démarche, plus je disparaissais derrière les poèmes, et plus tout était bon, quoi. Vous l'avez dit, Arthur de Boule, on attend quelque chose de vous quand on entre dans ce cabinet. Le cabinet, ça rappelle le médecin, la consultation, le terme aussi rappelle le soin. Géraldine a posé la question tout à l'heure. Et avant de revenir sur la dernière partie de ce recueil, où justement vous êtes allé demander ensuite, faire une sorte de bilan de santé, si je puis poursuivre la métaphore, ce que ça avait apporté à ces personnes qui sont venues les voir. Vous aviez gardé leur contact, vous leur avez envoyé un email. Ça vous a apporté quoi d'avoir ce retour d'expérience, comme on dit poétiquement, dans l'entreprise? Oui, parce que en fait, là, ce que j'ai pas dit depuis tout à l'heure, c'est que quand même, c'est d'abord l'envie de jouer qui est guidée dans cette démarche. C'est à la fois l'envie d'essayer de tendre une main poétique pour voir s'il y avait du répondant, mais toujours avec l'idée de jouer un peu plus, quoi. Alors, quand quelqu'un vous demande pourquoi vous faites ça, si vous lui dites c'est pour s'amuser, eh bien, il vous prend pas au sérieux, c'est le cas de le dire, mais en tout cas, c'est un argument qui n'a malheureusement pas assez de poids. C'est dommage, c'est un argument extrêmement fort. On fait ça pour s'amuser. On devrait s'amuser un peu plus sérieusement, en tout cas un peu plus, parce qu'on en a les moyens, mais on a très peur. Vous n'avez pas osé le dire tout de suite que c'était un amusement pour vous? Aussi, mais là, depuis qu'on discute, je sentais que... Dites-le que c'était pour vous. C'était pour s'amuser. Ouais. Bah oui, donc et là, je vais répondre un peu plus concrètement à votre question. Mais c'est pourquoi j'ai utilisé aussi tous les protocoles et tous les usages des professions libérales et des praticiens. Il y avait une plaque devant l'entrée. Moi, j'ai avec mon trousseau de clés, j'ai l'impression d'être un gosse qui avait créé son bureau. Et j'avais mon tampon, mes enveloppes. Mais votre scanner pour scanner les ordonnances. Voilà, comme les ordonnances, etc. Et un site internet de réservation en ligne, comme Doctolib, ce qui m'a permis d'avoir les contacts des visiteurs. Mais puisque j'étais un gosse qui avait construit son château de cartes, avec sa petite couronne et son épée, bah, il fallait quand même que je sache et que je sois sûr, au bout du compte, que tout ça n'avait pas été que un exercice d'auto-célébration et satisfaction. Ce que, au fond, je savais déjà, parce que les rencontres dans le cabinet étaient d'une délicatesse, d'une profondeur et d'une intensité étrange, rare, peu goûtée au cours de ma vie, parce que c'est rare qu'on se retrouve quelques minutes dans ce silence, avec un inconnu. On se connaît d'une façon singulière, mais quelque chose de notre humanité profonde se retrouve. Et il y a de nombreux moments, quand je me mettais à lire le poème, où on se retrouvait avec les larmes aux yeux. Donc, je me disais bien que tout ça n'avait pas été qu'une sorte de fièvre un peu hallucinée, mais il fallait que j'en ai le cœur net. Et donc, 8 mois après l'ouverture du cabinet, grâce aux informations laissées par les visiteurs sur le site internet, je leur ai envoyé un questionnaire pour savoir ce qu'ils avaient fait du poème. En gros, pour savoir si cette expérience qui persistait autant en moi, qui durait, c'était aussi le cas pour eux ou pas. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait de tout ça? Est-ce qu'il en restait quelque chose? Ça, c'était pour faire durer ce lien et aussi savoir si ce métier, ce que je considère comme un métier de déverseur, méritait autant d'exister que je le pensais, parce que là, je l'ai fait, moi, une fois, une semaine, mais je serai patient, je recommencerai, et d'autres le feront, et d'autres l'ont déjà fait à la suite de cette première expérience. Et cette semaine-là m'a prouvé que ça méritait d'exister au moins autant que le coiffeur. Et donc, j'avais besoin d'affiner
la démarche, donc de savoir au premier patient, au premier visiteur, ce retour sur l'expérience, d'avoir ce Alors, retour. il y a quelques questionnaires-réponses qui sont dans ce recueil. On a notamment Esther qui, elle, s'amuse beaucoup effectivement à vous répondre, certaines de façon poétique. Anne qui a été très échaudée par votre rencontre avec vous et qui vous fait qui n'a pas Échaudée été dans le bon sens du terme. Hein. oui, insensible Pas à votre échaudée, charme, oui. exactement. Et puis ensuite, vous avez cumulé ces réponses par question. Et là, j'ai eu l'impression de lire un autre poème. Ouais, c'est ça. Et c'est le deuxième élément que j'apporterai comme réponse à pourquoi ce questionnaire. C'est à un moment, j'ai eu le désir de faire ce livre, l'adresse, pour témoigner de cette expérience. Or, pour que ce soit vraiment fidèle et contagieux, il fallait absolument que je laisse une parole à ceux venus me visiter. Ça n'a pas été si simple de trouver comment leur donner cette place sans que ce soit juste un truc de happy few, de gens qui ont été dans un club et qui sont contents. Qui sont contents, voilà. Ouais. Et donc les autres les regardent et C'est sont pas un avis contents. Google. Non, pas du tout. Mais ça a été long à trouver. D'abord, j'ai commencé à les appeler, je leur posais des questions sur les poèmes dont je me souvenais. Parce que par exemple, il y a un poème avec un Gérard qui apparaît un peu fortuitement. Et donc, ça m'obsédait depuis plusieurs mois. Donc, j'ai cherché la personne à qui j'avais écrit ce poème. Je l'ai appelée 6 mois plus tard pour demander si elle avait trouvé Gérard ou si elle le cherchait. Et oui, elle le cherchait. On a beaucoup ri. C'était un moment chouette pour nous, intime. Mais quand j'ai raccroché, je me suis dit, là, il n'y a rien à en faire qui soit un véritable partage avec ceux qui ne sont pas venus. Et quand même, comme vraiment je tiens à ce métier, et ça fait 3 ans que je le porte à bout de bras, et maintenant il a existé dans des murs, mais on n'est que 250 à l'avoir vécu. Ce livre était aussi pour moi vraiment une envie encore d'inscrire dans le réel, dans ce monde-là, la possibilité de renouveler de ce métier. Et donc, comment témoigner de ça pour en fait ouvrir la porte à ceux qui ne sont pas venus. Et ce livre, c'est ça. Enfin, c'est cette tentative d'ouvrir la porte du cabinet. Et pas du tout un album de vacances pour ceux qui se souviendraient de ce qui s'y est passé. D'où ce questionnaire. Et à la fin, ces réponses assemblées qui forment un poème en soi. Parce qu'il y a une voix collective qui s'élève, qui est poétique en soi, et en même temps qui est polysémique. Les gens ne disent pas du tout la même chose. Donc, chacun est préservé dans son caractère et en même temps, ça forme une étrange voie où on a jeté comme ça les réponses par question les unes après les autres et un hasard objectif a fait que quand elles se suivent, parfois elles se répondent, parfois elles s'entendent, parfois elles sont opposées, mais c'est toujours un poème en soi, oui. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Ce que j'entends par poésie, c'est, avant d'être des livres qui se déposent, qui achèvent de battre des ailes sur des rayons de bibliothèque, ce sont avant même d'être de l'écriture, c'est l'expression la plus dense qui soit, et du coup la plus brûlante du langage. La plus dense parce que serrée au plus près des nécessités de la vie. Aimer, perdre, vivre, se souvenir. Un poème, quel qu'il soit, s'il est bien fait, parce qu'il y a beaucoup de mauvais poèmes, mais un poème vrai vous remet dans les premières années de la vie, en même temps qu'il vous amène à la toute fin de votre vie, dans ces deux états qui sont très graves, très purs, où il s'agit de faire face à quelque chose d'innommable, d'impensable. Le nouveau-né et celui qui s'en va quitter ce monde sont, d'une certaine façon, les plus grands lecteurs de poèmes, même s'ils ne savent pas ou plus tenir un livre entre leurs mains. Ils ont affaire à la densité de la vie. La vie est devant eux, aussi forte, aussi petite qu'un grain de riz et aussi atomiquement explosive. La voix du poète Christian Bobin, c'était dans l'émission Et Dieu dans tout ça sur la RTBF en 2018. Vous avez, Arthur Teboul, beaucoup de références de poètes. Christian Bobin en était un, l'une de vos références, avec un lien très fort que vous avez instauré avec lui. Qu'est-ce qui vous a apporté un poète contemporain ? Déjà, en l'entendant comme ça, je réalise à quel point il me manque.
Et j'oublie pas qu'il avait une voix aussi belle que ses livres. Et son écriture manuscrite aussi était très belle. Qu'est-ce qui m'a apporté de la force et de l'espérance. Parce que je l'ai découvert il y a quelques années par un petit livre qui s'appelle Le Plâtrier Siffleur et qui, je l'ai appris plus tard, en fait, est à l'origine pas un livre écrit, mais une conversation autour de ce que c'est que habiter poétiquement ce monde. C'est un livre très court et très dense qui m'a saisi, frappé, secoué, retourné, et que j'ai tout de suite eu le désir de partager avec tout le monde. Pourquoi je dis force et espérance? C'est parce que dans ce petit livre, on sent chez Christian Bobin une manière de résister au totem destructeur de notre temps, avec beaucoup de confiance, de sérénité, sans trop de colère. Ou en tout cas, on n'a plus le temps pour cette colère qui nous fait perdre nos forces. Et ça, je l'avais rarement lu, en fait. À chaque fois, la parole révoltée, la parole contre, qui s'oppose, était toujours un peu prise dans l'ivresse de la colère. Et là, j'ai ouvert ce petit livre très calme et j'ai l'impression de voir un arbre s'enraciner très profondément et déployer ses racines en toute confiance, en sachant que, quel qu'en soit le coup, on pourrait résister dans le calme et surtout pas s'emparer des armes de l'ennemi pour partager sa parole. Bon, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent pour, aujourd'hui, dans une société très publicitaire et bruyante, réussir à être entendu, et à que la parole soit partagée, alors qu'on est aussi discret. C'était sa puissance. On ouvre le livre, une lumière nous saisit. Et là, quand on entend parler, on comprend que ce qu'il écrit n'est que l'affleurement, la sueur d'un monde en soi, d'une architecture, de l'âme. Et je crois que c'est toujours que ça, en fait, la littérature. C'est ce qui apparaît d'un monde entier qu'est un être humain. Vous trouvez pas que la colère a des vertus? Si, bien sûr, mais Pourquoi ce besoin de calme alors? parce que je ne veux pas tomber du côté où je penche. Parce que je suis impétueux, nerveux et noir. C'est pour vous contrer en fait. Exactement, j'ai besoin d'équilibre. Si j'étais très serein et calme, peut-être que j'aurais besoin de trouver... D'un peu de colère Voilà, justement. dans d'autres auteurs. Ouais. Mais et il y en a. Et parfois, je suis content de retrouver ces compagnons qui exaltent en moi toute cette fureur, quoi. Mais ça, j'en ai trouvé plein avant de trouver Christian Bobin. Christian Bobin a aussi de l'humour, on l'a entendu dans cette archive. Il parle des mauvais poèmes. C'est quoi un mauvais poème? Ça vous a fait rire pendant qu'on écoutait l'archive? Oui, je me posais la question en l'entendant. Mais tout de suite après, il a parlé de vérité. Un vrai poème. Je crois que d'abord, un mauvais poème. Après, bon, il y a aussi, comment dire, la technicité de chacun, sa virtuosité, sa maîtrise. Il y a une maîtrise d'une langue, un apprentissage. Mais quand même, un mauvais poème au départ, c'est un poème malhonnête. Je crois que la langue poétique est une langue qui cherche à débusquer en soi, à être au plus près, un corps à corps comme ça de vérité, à chercher cette intégrité profonde. Christian Bobin, dans cet extrait, et souvent parle de cette pureté qu'on cherche, qui peut être dangereuse aussi. Mais si on est au plus près d'une honnêteté, d'une vérité, et au fond de soi, on le sait, on le sent, quand c'est le cas ou pas. Mais parfois, la peur
La peur, justement, de faire un mauvais poème vous fait faire un mauvais poème. Très mauvaise conseillère, la peur. Elle nous fait nous réfugier dans les charmes qu'on se connaît déjà, dans les petites qualités qu'on croit avoir. Or, la plupart du temps, ce qui est beau dans une œuvre ou un artiste qu'on chérit, c'est tout ce qui lui échappe. Et donc c'est vertigineux parce que il va travailler toute sa vie à essayer de saisir, de structurer, de bâtir, d'architecturer, de raffiner une chose de lui-même qu'il voudrait donner en partage, mais au fond, c'est ce qui va lui échapper dans ce qu'il a tenté de construire qui va nous toucher. Alors, si au moins il y a une honnêteté d'une émotion à un instant, il y aura peut-être une chance que quelque chose ne périme pas de ce qu'il tente de nous donner. Arthur Teboul, il y a la question du lien entre la musique et la poésie qui se pose avec vous, qui faites partie de ce groupe Feu Chatterton, qui avait adapté en musique, en chanson, de nombreux poètes. Alors je les cite sans exhaustivité. Aragon, Prévert, Léo Ferré également, avec l'affiche rouge, qui était déjà dans votre répertoire depuis 2021, mais que vous avez interprété le 21 février dernier lors de la cérémonie de panthéonisation de Missak Manouchian et de sa femme Mélinée. C'est évident pour vous, ce lien, cette façon de se réapproprier des vers de quelqu'un d'autre pour les transformer en chansons? En fait, oui, ça se fait d'une manière assez naturelle. Le simple fait que quand je découvre un texte qui me saisit, qui me fait frissonner, bah, je passe beaucoup de temps avec mes camarades du groupe, donc j'ai tout de suite envie de leur faire partager. Et c'est d'autant plus le cas quand on se retrouve pour des répètes et que j'ai rien écrit. J'ai rien écrit, ils sont en train de faire de la musique, j'ai envie de participer. Et là, je me souviens, je cherche dans ma besace, je sors 2-3 feuillets, des petites feuilles volantes, j'ai quelques vers, des aphorismes, 2-3 phrases. Mais là, il faut aller vite et j'aurais pas le temps de vraiment participer. Ils sont en train de jouer, il y a quelque chose qui est palpable, il y a quelque chose d'entre eux. Je veux sauter, je veux être de la partie. Et là, je me dis, ok, bon, il y a ce poème-là dont je me souviens, que j'ai découvert il y a pas longtemps, et ils le connaissent pas. Et parfois, je leur dis pas au départ. Vous les testez? Je teste. Plein de tests parce que de la poésie. plupart du temps, quand même, quand on fait de la musique, mes copains au tout début ne sont pas ultra attentifs tout de suite aux mots. Et ce qui est normal, on est en train de travailler une matière sonore. Et c'est Ils pas sont mal. dans le rythme, en fait, Ouais, plus il y a que dans quelque le fond. Et ça qui est chouette, en fait, c'est que déjà, ça me laisse le temps de peaufiner mes textes sans être tout de suite sous pression. Mais j'aime bien, c'est une sorte d'écoute passive, un peu étrange, où des mots parviennent. Donc... Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois que je suis venu avec un poème que je venais de trouver dans la forêt, que je trouvais incroyable, genre L'Aventure d'Éluard, par exemple, ou Zone libre d'Aragon, je les vois tiquer tout de suite. Je suis en train de dire d'essayer de trouver des mélodies avec des quatrains. Ils sont en train de jouer, et puis là, ils se disent, waouh, c'est pas mal ça. C'est trop bien pour que pas ce soit moi. sorti comme ça. Mais vous faites pas des chansons minutes, par exemple, quand vous faites des poètes minutes? Non. C'est pas aussi simple que ça, alors? La chanson et le poème? Non, pas du tout, en tout cas pas pour moi. Ça m'arrive, pendant qu'ils font de la musique, d'écrire un poème minute pour pouvoir ensuite avoir comme un mantra que je répète. Mais la chanson, c'est un autre canal d'expression. Tout est la même chanson, le poème minute, la nouvelle. Enfin, ce sont juste des canaux différents. Et ils sont importants parce que la chanson a quand même une structure. Même si avec Feu Chatterton, on s'autorise beaucoup de liberté, il y a quand même une forme qui impose, par exemple, la répétition d'un motif, souvent pour un refrain, qui impose un nombre de vers, parce qu'une mélodie dans une chanson, c'est quand même agréable qu'elle soit parfois répétée. Donc, une fois qu'on a trouvé un premier couplet avec une mélodie, il faut en chercher un autre. Et longtemps, quand je n'avais que ce canal d'expression qui était la chanson, pour dire ce que j'écrivais, il m'arrivait de devoir transformer une forme qui était finie pour moi, je sais pas, 4 vers sur une page, mais franchement, ça se tenait bien, quoi. Mais j'avais pas d'autre moyen de les dire que d'en faire une chanson, donc il fallait que je développe. Et la chanson, du fait que
Pour moi, c'est vraiment un autre art. Franchement, j'ai écrit 236 poèmes minutes en une semaine, mais j'écris pas une chanson en une semaine. C'est combien de c'est temps long, une quoi. chanson? C'est 1 mois, 2 mois, 1 an? Bah, je travaille sur toutes les chansons en même temps, mais pour faire un album de 12 chansons, il faut bien 1 an et demi. Ça rend fou, quoi. Mm. Et il y a des moments où on se dit que c'est vraiment dérisoire. Enfin, plus on travaille dessus, plus on se demande si tout ça a du sens. Puis après, on retrouve le public sur scène. Et là, ça nous remet un peu de carburant dans le moteur, parce qu'on se dit que tout ça n'est pas trop vain. Et comment on échange quelque chose, quoi. Vous l'avez retrouvé en mars dernier, le public, en clôture d'une forme de résidence au Louvre. Vous avez joué dans le musée du Louvre avec Faye Chatterton et notamment 2 nouveaux titres du prochain album. Vous me voyez venir puisque vous souriez. On en est où de la composition de cet album? Il sort quand et ça ressemble à quoi? Je ne le sais même pas moi-même. Il est fini? Non, pas du tout. On espère le sortir dans 1 an. Ah, vous êtes dans le dur, là, alors. Dans le dur du dur. Mais ça a mis longtemps, en plus, d'accepter, de retrouver cet état. Parce que dans la vie de musicien, il y a 2 phases. Il y a la composition de disques. Ça, c'est entre 1 an et 2 ans, on va dire, pour nous. On est dans la cave, tous les 5, à vraiment s'enfouir, s'enfoncer en soi et en nous pour retrouver cette intégrité dont je parlais dans la chanson, une honnêteté, une écoute de nos tripes, qui est en fait la boussole ultime. Et après, pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, si l'album marche bien, on part en tournée. Et le rythme de tournée est extrêmement intense. C'est quotidien, on joue dans une ville, on dort dans un bus, on arrive le matin, on fait les balances, on joue dans une ville, 2 heures de concert. C'est génial. C'est vraiment une intensité de partage je n'ai pas retrouvé ailleurs. Mais c'est une autre disposition d'esprit où on récolte, quoi, en fait. On récolte et on passe beaucoup de temps à se demander comment on va affiner nos tracteurs, nos outils de récolte. Enfin, c'est une campagne un peu. C'est génial, mais c'est l'opposé de ce qu'on fait. Comme l'album a bien marché, ça a été agréable pendant 2-3 ans d'avoir des résultats rapides sur des choses qu'on avait déjà faites. Donc ça nous a mis du temps de retrouver cet état nécessaire, essentiel, par lequel on est obligé de passer en groupe, d'accepter de se perdre et que les choses soient dures à nouveau et qu'elles prennent du temps et qu'on doive reprendre le temps de semer et donc d'être dans l'inconnu. Donc vraiment, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler l'album. Pourtant, on bosse sur une vingtaine de chansons. Et il faudra entendre encore quelques mois pour vous retrouver avec Clément Doumic, Sébastien Wolf, Antoine Wilson et Raphaël de Pressigny au sein du groupe Feu Chatterton. Merci beaucoup Arthur Teboul d'être venu dans les Midis de Culture. Je rappelle la parution de votre recueil L'Adresse, les rendez-vous du déversoir aux éditions Ségars et je signale la parution en poche de votre premier recueil, Le Déversoir, aux éditions Pocket. Merci. Pour finir, Arthur Teboul, nous avons choisi 2 chansons, l'une d'Alain Bachung, l'autre de Léo Ferré. Laquelle des 2 souhaitez-vous écouter? J'ai pas les titres, là c'est un piège. Ah oui. Bachung, il y a longtemps que je l'ai pas écouté.